Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Il y a longtemps que vous n'êtes pas venu, mon cher ami. L'émission est très attendue. Depuis le 11 février, on n'a pas eu le plaisir de vous entendre. Alors, nous allons commencer par prendre des nouvelles de nos amis les banques et de tout ce qui tourne autour, n'est-ce pas? Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, mais surtout les taux d'intérêt négatifs. Justement, j'ai fait le point, on a fait le point là sur les tendances qui se dégagent au cours de ces un mois et demi passés, et on voit bien que là, les taux négatifs ont pris une consistance absolument considérable, puisque regardez bien, on a tout ça. On a tout ça sur les taux négatifs, c'est absolument énorme. Voilà, donc toute la France aujourd'hui est en taux négatif, on aura l'occasion d'y revenir, mais je pense qu'il faut parler d'abord des tensions bancaires, et notamment celles qui touchent la Société Générale. Parce que alors ça, c'est... nous, on avait fait, déjà, depuis un an, on a montré que la Société Générale est en train de vendre... Vous savez, c'est comme un ballon dirigeable, ils sont en train de... ou un avion en détresse, ils sont en train de jeter tout par-dessus en l'air pour alléger l'avion, de manière à pouvoir atterrir sans trop se cracher. Eh bien, figurez-vous que la BNP a commencé. Oui, elle aussi, elle commence à vendre les bijoux de famille aussi, oui. Attendez, et c'est des bijoux de famille, on va dire, c'est leur... c'est succursales tunisiennes et gabonaises, c'est ça? Exactement. Donc, quand une multinationale bancaire comme celle-ci commence à vendre des perles, entre guillemets, mais qui sont un peu pourries, on va dire, qui ne leur apportent pas grand-chose, eh bien, déjà, ça commence à sentir mauvais. On voit que la BNP, là, a le revolver sur la tempe. Clairement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on l'a vu dans votre émission précédente avec Jean-Pierre Chevalier. Il avait montré ce graphique, on va le remontrer. Voilà. Et donc, on voit bien que là, la BNP, elle n'est pas loin de la Deutsche Bank, et comme l'Union des banques suisses et la Société Générale. La Société Générale étant le record absolu de dépassement du ratio d'engagement. Voilà, ce qu'il appelle le corps tyran, etc. Donc là, ils sont vraiment très mal. Alors, chers téléspectateurs, vous verrez, c'est la Société Générale. Donc, record absolu. Oui, je rappelle qu'en 2008, on n'était pas dans cette situation-là. C'est très important. Bien sûr. Mais la Société Générale, n'oubliez pas, c'est elle qui avait explosé la première, avant l'explosion de Wall Street, puisqu'on a eu l'affaire Kerviel qui a servi en fait à tout cacher. Masquer. Et ce sont les Américains qui ont sauvé la banque. Moi, à l'époque, j'avais lu le livre de l'ancien DIRCOM de la Société Générale, qui montrait bien qu'ils étaient dans une situation absolument désespérée. Ils l'avaient caché à l'Élysée, donc et Sarkozy était tombé de sa chaise lorsqu'il a pris l'immense arnaque. Donc, vous voyez, et donc, on est dans la même situation qu'en 2008, c'est-à-dire qu'en fait, il cache la situation. Mais Jean-Pierre Chevalier le montre bien, là, avec ce graphique. La Société Générale, aujourd'hui, est dans une situation désespérée. Et ça nous permet de faire un enchaînement. Alors là, chers spectateurs, lecteurs, restez assis, parce que là, on touche, là au-dessus, c'est le soleil, c'est le cas de le dire. La Société Générale ne paye plus alors, à Tours, voilà, on va dire le Tour, c'est à Tours, voilà. La propriétaire de l'immeuble où se trouve l'agence de la Société Générale, place Gaston Pailloux, a du mal à se faire payer. Ce samedi matin, Françoise Blanchard s'est installée devant le bâtiment pour alerter les passants. Non mais je ne sais pas si vous imaginez. La propriétaire s'est installée devant l'agence de la Société Générale avec un panneau « Payez-moi mes loyers ». Non mais... Donc la banque ne paye pas les loyers à la propriétaire. Elle a un panneau, la Société Générale, mon locataire ne paie plus ses loyers et me met en difficulté. Et donc, ils ont 6 mois de retard sur les loyers. La Société Générale, allô j'ai envie de vous poser une question, Pierre. Est-ce que cette dame a son compte à la Société Générale? Olivier, je ne vous cache pas qu'au début, j'ai cru que c'était vous savez que c'était un article du 1er avril, quoi. Oui, c'est ça. Parce que je me suis dit, non, là, c'est pas possible, c'est trop. Là c'est trop. Non. La Société Générale, manifestement, c'est l'effet domino, si vous voulez. Parmi les conséquences directes, elle a par exemple dû payer des agios suite à des découverts. Donc la propriétaire était à découvert puisque la Société Générale ne la payait pas.
Ouais. Donc un peu plus, vous voyez, et la Société Générale l'interdit de checker, enfin si elle a son compte à la SG, j'en sais rien. Mais non mais vous voyez la situation, c'est-à-dire que vraiment c'est la loi du plus fort là. C'est la Société Générale, en admettant qu'elle ait son compte à la SG, la Société Générale la met à découvert, interdite de chéquier, interdite de carte bancaire, et saisie de la maison. Ouais, voilà. Saisie de sa maison où se trouve Du la coup, Société Générale. Hein. Voilà, exactement. C'est la technique des Allemands en Grèce. Ça, c'est le. C'est ça. C'est un petit parfum de Far West quand même. Hein. Ah non, mais attendez. C'est daltonien. Pas au sens. Non, mais ça veut dire plus en profondeur. Cela veut dire que la Société Générale a donné des instructions pour payer les fournisseurs avec du retard, histoire de gagner du temps. Bien sûr, trésorerie. Voilà. Du temps sur la trésorerie. Alors, bon, je ne sais pas trop comment il fonctionne à l'EG, si c'est le régional, le départemental, etc. Peu importe. Mais ce qui vous confirme de nouveau que la Société Générale, qui a vendu tous ses bijoux de famille, on l'a suffisamment chroniqué ici pendant un an, est en grave difficulté. Et à nouveau, le graphique de Jean-Pierre Chevalier. Ajouter une erreur de gestion et tout finit par se recouper. Voilà. Et c'était sur France Bleu du 13 avril. Voilà. Donc je précise bien que c'était pas un 1er avril, hein, c'était du 13 avril. Voilà. Donc merci donc à mon lecteur. Donc c'est absolument stupéfiant. Mais en même temps, il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs qu'en cas de défaut de la dite Société Générale, il se passera une chose très simple, c'est que les États viendront à son secours. Et comme le disait Jean-Pierre Chevalier, en empruntant de nouveau, parce que les États n'ont pas les moyens de faire face aux défauts de la banque, donc il faudra réemprunter pour venir au secours des banques, exactement comme ça s'est fait en 2008. 10% du PIB européen a été utilisé après 2008 pour sauver les banques. Voilà, pour sauver les banques. En revanche, pour sauver les pauvres, alors là, il y a un petit souci. Oui, voilà. Non, mais c'est pour vous montrer le cynisme des politiques qui sont achetés par les partis politiques, hein, plus exactement. Alors là, c'est une info qui est sortie. Alors, je vous le donne vite fait parce que c'est... en fait, lorsque vous avez des personnes qui sont au RSA, qui touchent le RSA, eh bien, le département peut aller voir, peut examiner ses comptes bancaires. Voilà. Bon, oui. Bon, et alors, si papa et maman on fait un petit virement, hein, parce que maintenant, vous ne pouvez plus tellement retirer d'argent. Hein, voilà, on va en parler du cash. Tout ça se recoupe. Hein, bien sûr, tout ça se recoupe. Eh bien, si le département voit que papa et maman vous ont glissé un petit billet de 200 € ou 300 € par virement, un petit virement, voilà, eh bien, ça y est, c'est considéré comme un revenu et boum, paf, on vous supprime le RSA. Voilà, mort aux pauvres. Voilà, ça c'est le gouvernement Macron. On sait qu'en France, beaucoup de parents aident leurs enfants et leurs enfants adultes. Alors, justement, vous faites très bien. Problème, vous faites très bien d'aborder ce problème. J'ai vu un article, alors je ne sais plus si c'est dans le Financial Times, j'ai pas eu le temps de le traiter encore, mais je l'ai vu la semaine dernière. Je crois que c'est aux États-Unis, je crois que c'est dans le Wall Street. Aujourd'hui, les retraités américains, comme anglais d'ailleurs, hein, et même français hein, par définition. D'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir, hein, Le Retour de Tanguy. Eh bien, les retraités, en fait, ont une partie de leur revenu, de leur retraite, donc qui est amputée, parce que 10% des enfants qui ont 40 ans, hein, 45, voire 50 parfois, reviennent habiter chez les parents. Absolument. Parce que sinon ils sont à la rue. Voilà. Et donc, ce qui appauvrit mécaniquement les retraités. Bien sûr. Quand vous appauvrissez mécaniquement, on va dire même 5% de tous les retraités de France et de Navarre, ou des États-Unis, ou d'Angleterre, etc., bah, ça fait des dégâts. Hein. Et il faut noter ceci, il faut le rappeler, dans le cas des Français, le renchérissement du prélèvement au titre de la CSG, plus le prélèvement à la source, a gravement pénalisé les enfants qui étaient aidés. Et aujourd'hui, une partie de la révolte des Gilets jaunes, c'est aussi ces retraités, pas forcément ceux qui ont de petits revenus, très petits revenus, ils y sont, mais ceux qui sont un petit peu au-dessus, qui prennent l'aide aux enfants, la CSG, plus le prélèvement à la source, et on peut comprendre leur mécontentement. C'est quand même incroyable. C'est gravissime. C'est gravissime. Et donc, on nous dit, on prend la CSG pour exercer la solidarité au bénéfice des jeunes adultes, sauf que M. Macron a inventé l'eau chaude, puisque, en réalité, cette solidarité s'exerçait déjà, mais de façon naturelle, libre et spontanée. Voilà l'affaire. Et puis, prendre des impôts aux uns pour donner aux autres n'a jamais fait
de la croissance. Oui, non, mais c'est déshabiller Paul pour le donner à Jacques, et ainsi de suite, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Alors tiens, puisqu'on parle de déshabiller Paul et Jacques, je vais revenir... voulez-vous déshabiller ? Oh bah là, personne, non. Non, enfin les chômeurs, hein, non mais regardez bien, parce que là on a déshabillé les chômeurs. Je reviens sur l'imprimerie Arjo Willings. Oui, hein. Oui. Vous avez vu qu'un ouvrier s'est suicidé la semaine dernière. Hein. Il s'est carrément donné la mort. Et nous, on en a parlé. On en a parlé dans notre émission précédente en disant que le chômage est une des conséquences directes au suicide, aux dépressions ou aux dépressions qui mènent au suicide et ainsi de suite. Alors regardez bien ce qui s'est passé là. C'est très intéressant. Sachez que donc le gouvernement de M. Macron a décidé de mettre 30 millions d'euros tout de suite sur la table du banquier qui gère les comptes de Crystal Dark. Alors Crystal Dark, c'est une grosse société, d'accord, qui compte 5000 personnes. D'accord ? Alors, pour que le Crystal Dark ne fasse pas faillite et qu'on se retrouve avec 5000 chômeurs qui vont mécaniquement se transformer en 5000 gilets jaunes, eh bien, juste avant les élections, ça fait désordre. Donc, ils se sont dépêchés pour sauver Crystal Dark, alors que les ouvriers d'Arjo Willings peuvent aller se faire voir, les ouvriers de Ford peuvent aller se faire voir. Vous avez toute la liste des licenciements sur quotidien.com à droite. Voilà. À droite, mais tous ces gens-là peuvent aller se faire. Mais là, comme il y avait 5000, alors là, c'était pas possible. Du point de vue médiatique, c'était impossible. Donc, ils ont décidé de les sauver. Voilà. Donc, c'est toujours. Là, on rentre dans le comment dire ? Dans le libéralisme du chômage. C'est-à-dire qu'on pousse le libéralisme à l'extrême. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise avec 5000 ou 6000 personnes, on va tout faire pour la sauver, mais si vous avez une entreprise de 800, bon, on s'en fout, on la dégage. Voilà. Et donc, du coup, ils ont été sauvés. Bon, pour combien de temps, on ne sait pas. Mais pour passer les élections, ça, c'est sûr. Voilà. Et on peut se réjouir qu'ils aient été sauvés. Ça, c'est clair. Mais... Dans le genre aussi banque, est-ce que je n'ai pas vu des licenciements aussi dans les banques ? Ça licencie à tour de bras. Mais ça n'arrête pas. Les licenciements ne cessent. Je vous le donne de tête, c'est Nordbank, la Nordbank allemande, qui est en grave difficulté, qui est une banque en faillite. Il me semble qu'on en a parlé, ou peut-être d'une autre banque allemande. Mais toujours est-il qu'elle a décidé de virer 2000 personnes du jour au lendemain. Voilà. Et ça, c'est en Allemagne. Oui, on n'en parle pas. C'est vraiment... Non, mais je trouve ça... on voit que les taux se resserrent. Pourquoi les taux se resserrent ? Parce qu'aujourd'hui, à cause des taux négatifs, ni les assureurs, ni les banques ne peuvent plus gagner leur argent comme d'habitude. L'argent a un prix. Voilà, ça s'appelle le taux d'intérêt, tout simplement. Lorsque le taux d'intérêt est négatif, eh bien, le cœur même du métier de banquier et d'assureur, je pense aux assurances vie en particulier, par exemple, parce que tout ce qu'ils placent, ils le placent sur les marchés, etc., dans les obligations, ils se font grignoter. C'est avec une nuance quand même, c'est que, bon, par exemple... Tiens, c'est la Norddeutsche, je le donne, c'est la Norddeutsche Landesbank. Voilà. Mais vous prêtez 1000 euros à quelqu'un, ce quelqu'un va vous rembourser 960 euros. Nous sommes bien d'accord. Bon, mais par contre, vous allez voir une société de crédit... je ne vais pas les citer, mais enfin... Cofidis, CTLM, Cofidis, etc. Là, par contre, vous aurez 3, 4, 5% d'intérêt. Oui, alors justement, j'ai une information, on va revenir dessus, c'est dans les taux négatifs, c'est une société allemande, vous savez, un peu comme Meilleur Taux, vous savez, celle qui regroupe tous les... voilà, qui un comparateur de taux. Eh bien, en Allemagne, vous allez le retrouver, c'est Olivier Crotaz de notre ami suisse qui nous l'a donné, et c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'eux, ils proposent effectivement des taux négatifs. Voilà. Les banques allemandes proposent des taux négatifs aux Allemands. C'est génial. Moi, j'attends de voir ça. C'est ce que je dis dans l'article. C'est ce que mais on voit bien que Cofidis et CTLM se sucrent sur le dos des Français. Parce qu'on va le voir à nouveau avec les taux négatifs. Le monsieur Mario Draghi, gouverneur de la Banque Centrale Européenne, a décidé de continuer sa monnaie de singe sous une autre forme. Ça s'appelle, on en a déjà parlé, on va l'appeler ORTF, TLTRO et autres bidule, il a décidé de ne pas relever les taux d'intérêt. Donc, en conséquence de quoi, on reste sur les taux négatifs.
et ça détruit la totalité du système monétaire européen. C'est gravissime. On va voir derrière nous le tableau des taux de Charlie Bellalio, là. C'est très intéressant. Et ça fonctionne comme un virus, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Un cancer. C'est pas un virus, c'est un cancer. Oui. Et d'ailleurs, ça ne sauvera pas la Deutsche Bank et la Commerzbank, qui sont en difficulté en Allemagne. On l'a largement évoqué, ça aussi. Commerzbank et Deutsche Bank, qui, à l'origine, devaient fusionner. Puis ils ne fusionnent pas, mais... rappelez-vous, ils voulaient que la fusionner avec la BNP en particulier. Maintenant, c'est parce que pour faire porter le chapeau français, on en a parlé dans notre dernière émission. Maintenant, c'est ING. C'est ING Bank. Les Allemands ne veulent pas que Commerzbank et Deutsche Bank fusionnent. C'est impossible. Les pertes en cas d'explosion de Wall Street seraient colossales et toute l'épargne des Allemands y passerait. Donc, il est vital de trouver un pigeon pour la Deutsche Bank. Du coup, la Commerzbank allemande, qui est elle aussi en faillite, devinez avec qui ils veulent la fusionner? ING qui a fait faillite 3 fois déjà. 3 fois, elle a été sauvée par le gouvernement. ING a fait des licenciements massifs. Je crois que c'est 5 000, 10 000 personnes, je ne sais plus. Il faut que je revienne en arrière, mais c'est colossal. C'est absolument colossal. C'est extraordinaire. Bon, ben tout va bien. Et on fait un peu de blanchiment quand même, non? On continue. Pendant les faillites, le blanchiment continue. Ouais, on va revenir, juste pour parler, parce qu'en ce moment, la mode est aux fausses news. Vous savez, tout le monde est accusé de fausses news, etc. Fausses nouvelles et fake news. Tout ce qui ne va pas dans le sens de l'Union européenne, fausses news. Alors, je vais vous donner une information très intéressante. C'est notre lecteur, monsieur Muller, un fidèle lecteur qu'on salue, Herr Müller, qui nous a envoyé quelque chose de très intéressant. C'est l'équivalent du décodex du monde, vous voyez? Oui, d'accord. Et en fait, en Allemagne, comme c'est une obligation, donc on sait qui finance le ministère de la Vérité. Les Allemands appellent ça la Propagandstaffel. Non mais, alors écoutez bien, c'est génial. Écoutez bien. Alors, donation de plus de 1 000 euros sur l'année 2018 pour Corrective.org. Hein, c'est leur truc là de fausses news. Vérificateur de fausses news. Voilà. Alors, Umdiar Network Foundation, qui a donné 640 000 euros. Alors, c'est Pierre Umdiar, alors je crois que c'est le fondateur d'eBay, hein, c'est ce qu'il dit, bon, je viens de l'entendre. Brost Stiftung, 225 000 euros. Alors, c'est une fondation de Funke Mediengroup, c'est un groupe média allemand aux ordres, bien entendu. Alors, là, il y a quelque chose alors, il y a le Schöpfling Stiftung. Alors, Monsieur Müller nous dit, mais ça semble être le Director of National Intelligence USA, quelque chose de ce goût-là. La Deutsche Telekom, qui a mis 90 000 euros. Monsieur Soros, Open Society Foundation, 85 000 euros. Adesium, alors c'est pour le vivre ensemble. C'est une fondation hollandaise, Vivre ensemble, donc vivons avec les musulmans, etc. Voilà, accueillons les migrants. Surtout, c'est obligatoire. Oui, c'est ça. Alors, fondation ensuite de Augustine, c'est le rédacteur en chef, l'ancien rédacteur chef du Spiegel. Voilà, donc vous avez toute la liste. Ces gens-là font des dons pour... Alors, pour quoi faire? Pour checker les fausses news. Voilà, checker les fausses news. La fausse news, moi j'avais donné il y a 3 ans, comme quoi l'Union européenne voulait la fin de l'argent liquide. Décodex, les petites putes du monde en ont profité pour me mettre sur le décodex en disant que je donnais une fausse news. Et on retrouve la fausse news, vous le voyez sur quotidien.com. France 2 l'a donné il y a un mois. Vous voyez? Alors, l'information était considérée comme fausse news. Il y a 3 ans. Voilà. Et c'est une fake news. Et tous ces mecs-là, regardez tout ce qu'ils prennent. Regardez tout ce qu'ils prennent. C'est ça. Mais surtout, c'est les Américains qui sont derrière, parce que tous ces médias, moi je le rappelle, je l'ai montré dans le livre 666, les médias allemands sont aux ordres des États-Unis jusqu'en 2099. Voilà. Oui, donc, mais vous, dans votre revue de presse, Pierre, vous signalez quand même que la presse allemande n'est plus lue par les Allemands. Alors, vous faites bien effectivement... il y a une baisse de 10%, d'entre 3, 5, 10% pour la totalité des journaux allemands, à l'exception du Spiegel qui se maintient, parce qu'il y a beaucoup de reportages. Mais tous les autres... mais c'est constant, hein. C'est-à-dire que c'est une tendance lourde. Oui, c'est absolument constant. Il y en a un notamment, alors je ne sais pas si vous avez le papier, je vous le donne de tête, il est passé de 5 millions... Oui, à 800 000.
voilà. De 5 millions à 0,8 millions. Oui. Hein, à moins d'1 million. Non, mais attends. Ça vous montre que les Allemands, comme les Français, n'en peuvent plus. Ils ouvrent la télé, c'est comme vous ouvrez, vous regardez les infos en France, vous avez la télé, vous avez les mêmes infos dans le même ordre, avec les mêmes commentaires débiles, etc. C'est-à-dire que c'est l'uniformisation totale. Si vous zappez d'une chaîne à l'autre, vous avez la même, avec quelquefois un décalage de quelques secondes, c'est tout à fait frappant. Mais oui. Et c'est ce qu'on appelle le pluralisme. Exactement, oui, ça s'appelle le pluralisme des banques. Sachant que les banques ont racheté, bien entendu, la plupart des médias. Et vous dites, dans une formule qui vous est chère, et tout à fait signée Pierre Jovanovic, les gueux cessent d'acheter les journaux. Oui, bah oui. Les gueux, ils se sont rendus compte qu'on se fout de leur gueule, quoi. Oui. C'est le cas de le dire. Ouais. Hein, voilà. Et tiens, puisqu'on avait parlé des banques qui truandent les utilisateurs, parce qu'on avait abordé l'information tous les deux, on avait montré que comment dire, les traders anglais et américains avaient truandé l'Euribor. L'Euribor, oui. L'Euribor qui est le Libor pour l'Europe. Voilà. Mais surtout, il l'avait truandé pour que ça ne déclenche pas ce qu'on appelle les fameux crédits défaut swap. Voilà, les CDS. Les assurances sans assurance, etc. etc. Eh bien, figurez-vous que deux traders, deux lampistes évidemment, ont été mis en prison. Ça y est. Pour l'Euribor. Voilà. Donc, l'anglais Colin Birmingham, spécialiste de la soumission des taux pour établir l'Euribor, a pris 5 ans, tandis que son collègue Carlo Palombo a pris 4 ans de prison ferme. Alors, moi, excusez-moi, mais j'ai eu très très peur pour le PDG de la banque. Ah oui. Heureusement, il s'en est sorti. Oui. Non, mais ils sont... les mecs, ils sont tranquilles, quoi. C'est les lampistes. Comment on dit lampiste en anglais? Je sais pas comment on dit lampiste, mais... et à l'époque, le PDG de la banque, c'était de la Barclays, hein, rappel, c'était monsieur Bob Diamond, hein, ça s'invente pas. Alors lui, c'est un grand truand. Hein, c'était, il a tout fait pour masquer les pertes. Bob Diamond. Il a été sauvé par les Saoudiens, ou les Qataris, je me souviens plus, dans une mascarade absolument phénoménale qui n'a fait qu'enrichir les Saoudiens ou les Qataris. Je l'avais abordé avec Laurent Fent il y a à peu près 2 ans. Voilà. Donc c'est leur spécialité. Et dans le tas, il y avait également un trader de la Deutsche Bank qui s'appelait Christian Bittard et Philippe Mori-Youssef. Et ça, c'était en 2018. Et donc, la juge a montré qu'ils ont délibérément saboter l'intégrité du système financier. Rien que ça. Oui. Vous avez vu ça sur BFM Non. Non, pas, bien sûr que non. Ça, c'est pas une info, ça. Bien sûr que ça, c'est une fake news. Non, mais voilà. C'est une fausse news, pardon. C'est dingue. Tout va bien, les grands pontes peuvent dormir tranquilles. Eux ne sont pas inquiétés par le Serious Fraud Office. Voilà. C'est... tiens, puisqu'on parle de taux négatifs et de la Société Générale. Alors, il y avait un truc génial. Vous l'aimez, la Société Générale. Attendez, il n'y a pas que moi, hein, Jean-Pierre Chevalier aussi. Il apprécie beaucoup. Il a montré l'étendue des désastres. Vous savez que Jean-Pierre Chevalier, je ne me souviens pas si vous lui avez posé la question, mais je crois que c'est la Banque de France qui lui a fait un procès et qu'il a gagné. Non, on ne l'a pas évoqué. Non, mais il l'a gagné. C'était absolument stupéfiant. Hein, non, mais les mecs, ils sont complètement cinglés, quoi. Alors, tiens, la Société Générale, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure, j'aurais dû en parler immédiatement. Une directrice de la Société Générale dépouillait sa propre banque. Elle n'a fait qu'imiter son PDG, quoi. Oui, mais... Non, mais attends, on voit des trucs en ce moment, mais on rêve... Attends, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Mais si. Alors, une chef d'agence de la Société Générale a été arrêtée pour avoir vidé la banque via 8 faux comptes. Quand je vous disais qu'il n'y a presque plus aucun contrôle dans les banques, ils ont viré tellement de monde, ils sont passés en mode logiciel de contrôle, etc., qui ne voient rien du tout, bien entendu, parce qu'ils ont des algorithmes pour tel truc, mais bien entendu pas pour les autres. Voilà. Et donc, la directrice de l'agence de la Société Générale à Bonnières-sur-Seine, c'est dans les Yvelines. Voilà, et donc elle a détourné 280 000 euros. Oui. Bon. Alors, un compte qui a été ouvert au nom d'une ex-conseillère en communication de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Non, mais elle était sioux, la fille. Les premières investigations réalisées par les gendarmes ont montré que cette dernière n'avait aucun lien avec ce côté du département des Yvelines. Voilà. Et donc les gendarmes ont remarqué que bon, elle avait des activités reloues, oui. louches. Louche. Non mais c'est curieux quand même. D'ailleurs, on se demande donc, par exemple, dans l'affaire du dépassement de ce que les anglo-saxons appellent le leverage, c'est-à-dire les engagements des banques. L'effet levier ? Oui, par rapport à leurs fonds propres. On se demande même s'il y a un contrôle alors. Ben c'est un peu l'idée qu'on pourrait donner à nos lecteurs, à nos spectateurs, pour qu'ils comprennent bien. Imaginez par exemple un immeuble, on va prendre un immeuble à La Défense, on va prendre un immeuble, je sais pas moi, de 50 étages, d'accord ? Oui. Bon, je suis pas architecte, j'y connais rien, mais a priori, je me dis que pour un immeuble de 50 étages, pour qu'il tienne droit, pour que ça soit solide, vous avez intérêt à faire au moins 20 niveaux, moins 20 en dessous, pour que ça résiste, les fondations soient vraiment profondes. Bon, eh bien là, en fait, les fondations, en fait, elles n'ont que 1 mètre. Oui, qu'est-ce que je dis ? Il n'y a même plus de fondation du tout, en fait. Non, mais c'est vrai. En fait, cette analogie est très bonne, finalement. Ouais, que montre ce graphique ? Que la Société Générale n'a plus de fondation pour tenir son immeuble. C'est aussi bête que ça. La comparaison la métaphore est bonne. Est très bonne, oui, bien sûr, c'est ça. Avant, j'utilisais la piscine de Picsou, mais l'histoire de la fondation est très bonne. Voilà, le contrôle prudentiel n'existe plus. Il n'y a pas de fondation, donc ils sont au-delà du... on le voit très bien, d'ailleurs, la courbe. Les 3-4 premières banques sont à un niveau raisonnable d'engagement. Comme l'a expliqué Chevalier. Comme l'a expliqué Chevalier, les Américains, à l'époque, la Fed les a massacrés. Il y a eu un très très bon film qui a été fait par les Anglais sur les dernières heures, les derniers jours, les 3 derniers jours de la Lehman Brothers. Voilà. Je l'ai regardé avec beaucoup d'attention. C'est très fidèle à ce qui s'est passé. Ils ont fait un exemple. Ils ont fait un exemple, c'est exactement ce qu'il dit, je suis tout à fait d'accord, enfin, c'est ce que montre le film également, et à partir de ce moment-là, les banques américaines, une fois qu'elles ont été tenues en laisse, elles se sont dit, voilà. Il y en a une qui a franchi, elle, qui n'a pas respecté ça, enfin, du moins si, elle a volé tous les clients, c'est la Wells Fargo. Oui, et là où Wells Fargo, elle est bien... oui, et d'ailleurs j'ai vu Jean-Pierre Chevalier dans votre émission, il dit oui, mais bon, c'est pas grave. Mais si, c'est grave, c'est une activité criminelle. Zut alors. Oui, mais du coup, elle est en dessous du mais Jean-Pierre Chevalier, il est dans son mode comptable, il s'en fout de savoir que tout l'argent a été volé pour refaire leur fondation. Là, la Goldman Sachs est aussi raisonnable. Et puis alors, Citigroup aussi, et se situe dans les zones raisonnables d'engagement par rapport au fonds propres. Mais attendez, stop. L'explication que Jean-Pierre Chevalier a omis de donner, je pense, ou il n'a pas le temps, peu importe. Mais ce graphique est très intéressant. On voit ici les banques américaines, les banques européennes, d'accord ? Oui, absolument. Eh bien, si on remet le tableau des taux négatifs derrière nous, qu'est-ce que vous voyez ? Toute l'Europe est en taux négatif, d'accord ? Sauf les États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est une manipulation des Américains pour que l'argent des Européens, des épargnants américains, des fonds de pension européens aillent aux États-Unis plutôt que de rester en taux négatif en Suède, au Danemark, ou en Norvège ou en Allemagne. Vous êtes sûr qu'avec la politique de la Fed, l'Amérique n'est pas elle-même en taux négatif ? Parce que la Fed, ça y est, a renoncé au quantitative tightening, c'est-à-dire au resserrement du crédit. Non, mais attendez, si vous regardez bien le tableau derrière nous, vous allez voir, les seuls qui rapportent de l'argent, entre guillemets, ce sont les obligations américaines. Les obligations que les Américains ne rembourseront jamais. Chaque Américain qui naît, le bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, aujourd'hui, il a déjà 250 000 dollars à rembourser au nom de l'État. Donc, et jamais ils ne rembourseront. C'est une immense escroquerie de la Fed. Voilà. Non, mais c'est clair, on le voit clairement sur ce tableau. L'endettement des Français, par exemple, qui doit être de 36 000, ou même si on met à 40 000 euros par personne, c'est rien par rapport aux 250 000 de chaque Américain. Vous vous rendez compte de ça ? Mais vous avez le privilège du dollar. Toujours. Oui, mais il n'y a plus de privilège. À un moment donné, la confiance va se briser. Et ils feront une guerre pour masquer ça. Alors, c'est possible. Mais vous divergez avec un certain nombre d'économistes qui, ici, sur ce même plateau, m'ont dit que la dédollarisation n'est pas pour demain, que le privilège du dollar va continuer. Bon,
je fais parler les spécialistes de tous bords et d'opinions diverses. Il est vrai que le dollar semble quand même résister. Hein. Oui, le dollar résiste, mais une chose que je dis souvent, rappelez-vous quels sont les économistes qui, en février 2008, vous ont annoncé que Wall Street allait exploser, que les banques étaient très très mal, etc. Je n'ai pas le souvenir d'un seul économiste ou de lanceur d'alerte. Il y a eu il y a eu Nouriel Robini. Non, mais je parle de la France, là. Je parle en France. Excusez-moi, il n'y avait personne. Dans l'émission de la semaine dernière, nous avons cité, avec mon invité, Jean-François Bouchard, l'éternelle truanderie capitaliste. Nous avons cité deux grands économistes qui se sont complètement plantés en 2007-2008. Mais tous les économistes se sont plantés. Et notamment... Dominique Strauss-Kahn, le premier, rappelez-vous. Cette crise... Alain Minc. Cette crise bancaire ça ne touche que les États-Unis. Au bout de 3 mois, on n'entendra plus parler. Alain Minc. Voilà. Vous savez. Le mec énarque, je précise. Mais vous savez, le président Hoover, au moment de l'explosion de Wall Street en 1929, il a dit ceci: le krach de Wall Street, ça n'est rien. La prospérité, prosperity is for tomorrow. Toujours. La prospérité pour demain. À propos de prospérité, justement, il y a quelque chose de très intéressant. Comment on remercie les gueux, les gueux. Alors là, je pense à Myriam El Khomri. Alors, Madame El Khomri, qui a été chargée de vendre sa saloperie, de détruire la politique de protection des salariés, etc., eh bien, elle a été la sinistre et incompétente marionnette stagiaire qui a servi de porte-serviette à Manuel Valls pour passer les nouvelles lois travail au nom de l'Europe, a été enfin casée et remerciée. Voilà. Elle a eu besoin d'une période de calme et de se faire surtout oublier après les violences que ces lois avaient déclenchées. Ce n'est pas une banque ou un hedge fund, mais un assureur. Une très grosse firme internationale de courtiers qui l'a recueillie en son sein. Myriam El Khomri rejoint la filiale S2H Consulting en tant que directrice du pôle conseil. Ça me fait rire. Oui, mais alors, attendez, dans le même genre... on a Madame Notat. Madame Notat. Allez-y. Oui, allez-y. Madame Notat chez Moody's. Chers téléspectateurs, Moody's. Attends, elle était patronne de la CFDT. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Elle n'a jamais défendu les salariés. C'était une mascarade. Mais rappelons quand même... Elle devait être achetée par Moody's en tant qu'agence de notation. Voilà, Moody's qui a retiré un de ses 3 ans à la France. Tous les mecs de la CFDT, là, vous êtes fait entuber, mais grave. Indice niqué, 20. Ah oui, niqué, oui, d'accord. Indice niqué. C'est pas niqué. Si, ça s'écrit de la même façon. Quasiment. Donc, Madame Notat chez Moody's. Non, c'est invraisemblable. Alors, est-ce que Pierre Jovanovic, demain, on va le retrouver chez Goldman Sachs? Mais c'est ça, on va rentrer chez Goldman Sachs. Tiens, nous sommes ravis... Pas aller chez Goldman Sachs? Non, pas vraiment, non. Nous sommes ravis d'accueillir Myriam El Khomri qui, par son expertise et son dynamisme, contribuera à développer notre pôle conseil capital pour l'avenir du groupe, déclare Pierre Donnersberg, président du CIACI. D'accord. Oui. Saint-Honoré, voilà. Vous avez le communiqué du groupe S2H, c'est comme ça qu'il s'appelle, S2H. Voilà. Tous ces mecs dans les assurances, ils s'appellent tous 4JB, S2H, AF2A. C'est très bizarre. Voilà. Bon, jamais j'aurais cru que quelqu'un oserait affirmer que Myriam El Khomri, c'était son surnom à l'époque donné par les manifestants et la presse aussi, constituerait une prise de choix. Je veux dire que ça me mais il fallait le remercier. Il fallait la remercier. Bien sûr, mais ça me laisse pantois. Il y a de quoi. Mais le cercle est bouclé. C'est-à-dire que la politique qu'elle a mise en œuvre pour le compte de M. Valls était la politique dite de l'Europe, laquelle était la politique des banques et de la grande truanderie. Et de l'Union européenne. Et de l'Union européenne, bien sûr. Et donc, voilà, on récompense les serviteurs. Alors, justement, puisqu'on parlait des banques, alors il y avait une information que j'ai vu passer. On parle des banques, oui. Alors, j'ai dû la ranger. Ah si, elle est là. Elle est là, parce que c'est très, très important. Voilà, vous allez comprendre. Mon cher Olivier, combien de banquiers millionnaires y a-t-il en Europe? Vous y répondez. 4850. L'Europe possède presque 5000 banquiers millionnaires, ce qui vous donne une fortune cumulée minimum strict de 5 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous réalisez. Oui. Ces 5 milliards, chers spectateurs, sachez-le, ne proviennent que de vos salaires.
que des revenus de de l'entreprise qui vous emploie, etc. Et des trésoreries des entreprises, évidemment. 5 milliards d'euros ponctionnés sur les richesses des citoyens et des entreprises, comme des vampires qui s'acharnent sur des vaches dans un film d'horreur. Voilà, c'est ça. Le pire, restez bien assis, que cela ne correspond qu'à leur salaire de 2017. Ah oui, c'est pas leur patrimoine, c'est les salaires. Oui. Non, c'est les bonus, les machins, etc. Ah oui. Voilà ce que c'est devenu le métier de banquier, c'est voler l'argent des gens sur leur compte directement. On a vu tout à l'heure même la patronne qui a imité ses grands patrons de la Société Générale, qui dépouillait les clients. Voilà, mais c'est un petit bras. Elle n'a pris que 280 000 euros. Eux, ils prennent des milliards. Ben oui, regardez, attends, ils se donnent des millions de bonus, mais vous croyez que ça vient d'où ces bonus ? Il faut continuer à taxer les gens, il faut continuer à payer les impôts, il faut continuer à prélever sur les salaires. J'ai même vu, tenez, vous avez fait passer une dépêche intéressante sur votre site, mon cher, que les Belges essayent de taxer l'eau de pluie. Oui, non, mais c'est intéressant parce que c'est à mettre en relation avec deux infos. Mais c'est ce que je vous demande. Ouais, voilà, parce qu'en fait, au 25 février, j'avais donné l'impôt sur la pluie est en marche dans un État américain. Un sénateur démocrate veut faire voter une loi dans son État permettant à ses 565 villes de taxer les entreprises en fonction de leur surface. Donc le toit, etc., parking, machin, touché par la pluie et qui doit être dépollué. L'État prendra 5% du total des sommes levées. Voilà. Donc vous retrouverez ça... Mais alors maintenant, c'est les Belges qui s'y mettent. C'est pas une histoire belge. Exactement. Non. Alors moi aussi, j'ai cru à une blague. Et en fait, c'est le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio, qui a décidé de trouver un moyen pour taxer les Belges qui récupèrent l'eau de pluie. Voilà. Et j'ai des lecteurs qui vivent en Allemagne qui m'ont dit que les Allemands ont déjà cette taxe sur la récupération de l'eau de pluie. Alors, c'est énorme. Bientôt, ils vont taxer l'air qu'on respire, quoi. Vous avez des non, mais c'est surréaliste. Les cabanons de jardin sont taxés, en France. Oui, non, mais ça, c'était leur façon de ne pas taxer l'eau de pluie, quoi. Et ça, c'était arrivé sous Sarkozy, je crois, ou sous François Hollande. Bien sûr. Mais alors, je pose la question avant de faire une pause. Est-ce qu'un jour, on va taxer les latrines aussi ? Écoutez, j'en sais rien, mais oui, ils en seraient capables. Ils en seraient capables. Tiens, puisqu'on parle de la Belgique... On va faire une pause. Non, juste, ça permet de conclure cette première partie. Voilà. La Belgique envisage de ne plus soigner ses anciens pour faire des économies. Voilà. Ouais. Et ça, c'était dans la semaine du 20 mars. Donc, c'est pas un 1er avril, je précise. Les politiques belges n'ont pas froid aux yeux. Pour réaliser des économies d'échelle, ils proposent l'idée sous-jacente, via une enquête, de ne plus donner de soins aux personnes de plus de 85 ans, afin que cela ne grève pas les budgets de l'État. À ce niveau, pourquoi pas les tuer tout de suite ? Cela éviterait des agonies. Voilà. Là, alors, je vous lis l'article qui était dans... Alors, je sais plus dans quoi c'est. Et c'est notre lecteur, Monsieur Di Giacomantonio, qui nous a écrit « Ma chère maman a vu sa pension de survie belge amputée de 10% ce 1er mars 2019, après une réduction similaire en 2018 de sa pension de survie française. » Voilà. Donc ils sont en train de rétamer non seulement les retraités, comme en France, mais vous voyez, ils envisagent à partir les seniors, les personnes très âgées. C'est Soleil Vert, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre. C'est un film. Oui, le film est mauvais, mais le livre est bon. Oui, enfin, c'est quand même... Le thème, en tout cas, est passionnant. Ah bah le thème est absolument passionnant. On voit ces îlots ultra riches qui font penser aux bobos, oui. Qui vivent dans... Et puis des foules grouillantes écartées de ces îlots d'ultra riches par des barbelés et des réseaux électriques. Et on s'aperçoit que, en fait, la population est nourrie avec le recyclage des vieillards qu'on transforme en plaquettes et qu'on distribue à la foule à partir de camions qui ressemblent à des camions poubelles d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'était impressionnant ce film. Et c'est le dernier rôle d'Edward G. Robinson. Vous savez que les écrivains sont visionnaires. Hein. C'est ça qui est étonnant. Avec ce ne sera pas la première fois que des livres 1984, on est en plein dedans. La censure, la fausse nouvelle, la guerre est bonne, machin, etc. Et là, on est en plein 1984. La guerre, c'est la paix. Voilà. Ouais. Macron, c'est la liberté. Macron, c'est la liberté, c'est la prospérité économique. Voilà. C'est tout à fait ça. Tiens, juste une chose avant de la pause. Je voudrais m'excuser auprès de tous les lecteurs et surtout spectateurs
lecteurs qui se sont rendus à la librairie à Nîmes, hein, voilà, mais qui n'ont pas vu que Cultura avait censuré, hein, parce que vous savez que maintenant j'ai été censuré, pour ne pas rencontrer les lecteurs avant les élections européennes. Voilà, je suis le seul écrivain en France à être censuré, et comme je suis un journaliste de droite, figurez-vous, ça n'émeut pas trop la presse de gauche. Hein. C'est absolument immonde. C'est absolument immonde. Mais je ne suis pas en même temps surpris. Pause. Chers téléspectateurs, Pierre Jovanovic est censuré. Ça ne vous étonnera pas. Cependant, il faut savoir quand même qu'il va faire des signatures. Hein. On va mettre l'ensemble de vos signatures. Après les élections. Après les élections. Du mois de juin, oui. Comme il y avait 200, 300 personnes, donc là, ça les a dégoûtés, quoi. Ça les a dégoûtés. Ah bah oui, c'était manifeste. Et comme je suis fondamentalement anti-européen, du moins cette Europe-là, bien entendu... Anti-Union européenne. Anti-Union européenne. Car nous sommes européens. Exactement, on est tout à fait d'accord. Et l'Europe est une civilisation, et nous sommes attachés à cette civilisation, tout à fait. dans sa diversité et sa multiplicité, mais l'Europe n'est pas une nation. C'est clair. Alors... Là, c'est plutôt l'Union bancaire européenne. Hein. Oui, c'est ce qui me vaut la censure. Hein. Mais bien sûr. Mais parce que c'est le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le pouvoir. Non, mais ils en sont arrivés à me censurer, moi. Oui. Enfin, écoutez, les banquiers sont des pourritures. Sont devenus des pourritures. Aujourd'hui, la plutocratie a pris le pouvoir. Ah oui. On le voit. Avant ces élections, avant toutes les censures, les fake news, tout ça, en fait, c'est la plutocratie qui a tellement peur qu'elle a été obligée d'inventer tout ça pour garder le pouvoir via l'Union européenne. Mais c'est gravissime. Ça leur explosera la figure, exactement comme l'Union soviétique a explosé. Ouais. Et ça sera bien plus sanglant, je le crains. Mon précédent invité à ce même plateau disait, c'est Tina. There is no alternative. Oui. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais en fait, le système se contient en lui-même les germes de sa ruine. C'est ça. Ouais, écoutez, de toute façon, à partir du moment où j'ai vu un article très intéressant sur Zero Hedge, tiens, même, regardez, Zero Hedge a été censuré sur tout le réseau Facebook. Voilà. Ouais. C'est des infos anglaises. Facebook les a, et ça a été absolument colossal, parce que là, du coup, même le fils Trump a fait des tweets en disant c'est un vrai scandale, etc. Mais c'est lamentable. Ouais. Vous voyez où ils en sont? C'est-à-dire que ce type d'information, c'est à peine si je peux le... Nous sommes les seuls à le donner. C'est la liberté. Voilà, donc il faut vraiment vous en rendre compte. Tiens, à propos de l'arnaque des banquiers, pour une fois, je vais aborder, pour vous montrer que tous les banquiers sont pourris, y compris le patron de la banque du sperme. Ça ne s'invente pas. Ah oui, mais ça aussi, c'est une banque, oui. Mais c'est une banque, voilà. Mais ça se monnaie, alors alors, figurez-vous que le gouverneur de la banque du sperme, eh bien... Où ça? Aux États-Unis ou en Angleterre. En Angleterre, en oui, fait, il a fait tourner la planche à billets, si j'ose dire. Ah oui. Parce qu'il n'avait pas assez de donateurs. De donneurs. Et donc il les a remplacés. Donc, du coup, il a une centaine d'enfants. Il a prêté sa main, si j'ose dire. Oui, en effet, oui, c'est le mot. Oui, c'est le mot, mais sans le dire. Sans le dire. Et alors, ce qui est complètement dingue, c'est qu'en fait, les clients qui ont eu des enfants, ils se sont ressemblés au directeur de la banque. Ils ressemblaient au directeur de la banque. Donc, du coup, il y a eu une enquête, ils ont porté plainte. Alors, il y a des analyses ADN, etc. Oui, et ils se sont rendus compte qu'il avait truandé. Il avait truandé. C'est-à-dire que même le gouverneur de la banque du sperme est obligé de faire de la planche à billets. Non mais attendez, mais c'est surréaliste comme information. Non mais si vous ne croyez pas, c'est... voilà. Alors c'est sur... je ne sais pas où c'est, enfin bon, il y en a plein. Je crois que c'est sur le Guardian ou le Telegraph. Le Guardian, oui, je crois. Alors au total, il est le père direct de 109 enfants. Alors c'est vrai qu'un homme disposant de milliards de spermatozoïdes peut alimenter à lui tout seul une planche à billets. Seul souci, il donnera toujours les mêmes coupures de 10 euros. Voilà, ou de 5 euros. Non mais tu crois pas, c'est dingue. Hein. Mais c'est... voilà. Alors, sachez... alors, puisqu'on parle de la planche à billets, la vraie, pour le coup, sachez que la Bank of Japan
Ah oui, c'est pas mal ça aussi. Ouais. Parce que, alors, eux, ils impriment à la vitesse nucléaire depuis au moins 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Alors, mais à force de racheter les actions dont personne ne veut sur l'indice Nikkei, c'est comme pas son nom, eh bien, elle possède désormais les actions cotées, elle possède la moitié de toutes les sociétés cotées. Mais non seulement ça, écoutez bien, mais la Bank of Japan est le plus souvent le principal actionnaire des plus grosses sociétés japonaises. Oui, oui, bien sûr. Et à terme, la Bank of Japan, avec sa fausse monnaie, elle va être actionnaire de la totalité des enfin, c'est l'idée. Oui, bien sûr. Voilà, d'où les taux négatifs, etc. D'où ce ralentissement global. D'où la dette japonaise, 245% du PIB. Oui, mais ils possèdent leur dette. Oui, c'est eux qui sont pas. Je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Delamarche. Les Japonais, eux, ils se sont organisés. Ce sont les Japonais qui possèdent leur dette. Oui. J'ai même vu une publicité qui passe à la télévision japonaise où on voit un Japonais musclé, en torse, en train de rouler des mécaniques. Et alors derrière lui, il y a des jeunes écolières. C'est le grand fantasme des Japonais, hein, les petites écolières, les chaussettes blanches et tout. Oui. Et alors cet homme a acheté des bons du Trésor. Non, mais c'est pour encourager. C'était c'est une pub de l'équivalent de l'agence France Trésor japonaise, donc, pour encourager les Japonais à posséder leurs propres dettes. Et ils ont raison. Alors qu'en France, on empêche les Français de posséder nos propres dettes. Oui. L'agence France Trésor, le patron de l'AFT devrait être condamné pour trahison, haute trahison. Mais bon, ça aussi, ça n'existe plus. Voilà. L'article a été supprimé de la Constitution. Voilà. Alors tiens, puisqu'on parle de banquiers truands, alors la Banca Unicredit italienne, condamnée pour blanchiment, elle aussi. Oui. Hein, elle a payé 1,3 milliard aux Américains pour avoir violé les sanctions contre l'Iran, le Yémen, le Soudan, le Cuba, la Libye et autres pays sulfureux, suivant la diplomatie américaine du moment. Parce que tout ça, c'est aligné sur la diplomatie américaine. Il y en a une autre aussi, je crois, c'est la Standard Chartered qui a... Oui, alors attends, parce que là j'ai quoi Banca Unicredit. Ensuite... La Standard Chartered aussi a été condamnée pour blanchiment, autant que je me souvienne. Tiens, la banque Pictet. Pictet. La fameuse banque Pictet suisse. Figurez-vous qu'elle a été volée de l'intérieur. Ça change. Un banquier suisse qui vole sa propre banque. Alors là, c'est une première quand même. Hein. Mais il a placé son argent en Suisse quand même. Voilà, la banque suisse, c'est bien fini. L'employé modèle d'intégrité, de rigueur protestante, c'est terminé. Regardez bien ce qui vient d'arriver à la Pictet qui gère quand même 500 milliards de francs suisses. Le ministère public genevois a ouvert une procédure pour escroquerie, abus de confiance contre un employé qui aurait détourné des millions de francs aux dépens de la banque. Voilà. Et alors, donc ensuite, on a 3 banques israéliennes prises dans le sac, toujours blanchiment, toujours. Vous remarquez que ces banques-là nous font la grande leçon quand vous voulez retirer de l'argent. Oui. Alors là, c'est après la BNP et Deutsche Bank Crédit Agricole, là c'est la Hapoalim Bank, ensuite il y a la Leumi Bank et la Mizrahi Tefarot Bank. Elles ont été obligées de payer collectivement plus d'1 milliard au gouvernement américain pour avoir blanchi, etc. Bon, le truc habituel, quoi. Oui. Bon, mais vous savez que sur ce même plateau, un spécialiste de la question me disait qu'en une journée, l'amende est payée. Mais bien sûr. Mais évidemment, c'est peanuts pour eux. Tiens, les banques scandinaves, on parlait des banques scandinaves. Donc, après la Danske Bank, c'est la PDG de la Swedbank, Brigitte Bonsen, alors elle a été éjectée de son fauteuil de PDG, donc à la vitesse de celui d'un Mirage 2000. Sa banque a permis le blanchiment de 135 milliards d'euros qu'elle a directement supervisé. C'est-à-dire que les banques, sur ce genre de blanchiment, elles se prennent en général entre 50 et 100 millions de commissions, quoi. Enfin, suivant les montants. Donc c'est des montants colossaux. Voilà. Et ça, c'était dans le Financial Times. Oui, mais c'est... Pour une fois que c'est pas au Luxembourg, lol. Oui, un grand classique. Ah, mais il n'y a pas besoin au Luxembourg, c'est légal. Et alors, tiens, là, vous voyez, il y en a tellement, je les ai scotchés. Ah oui. Là, pour le coup, en fait, quelque part inconsciemment, je veux dire que j'étais scotché aussi. Oui, voilà. Je sentais bien ça. Alors, UBS, alors là, escroquerie bancaire en série. Unicredit, UBS, Montepaschi, etc. Alors, eux, ils ont escroqué les gens avec des diamants d'investissement.
l'escroquerie a touché 110 000 personnes. C'était des diamants papier, non? Oui, c'était des diamants avec une valeur... voilà. Des sous-jacents de diamants. Et Unicredit, en faillite, la Intesa San Paolo, qui est bancale, et la Monte Paschi, bien sûr, ont proposé à leurs clients des diamants, alors en prenant bien entendu une commission au passage. Alors ensuite, l'Union des banques suisses a loué l'opéra pour convaincre des Français à frauder le fisc. Alors vous avez vu que l'UBS elle-même, elle a eu un procès. Ensuite, la Deutsche Bank condamnée pour manipulation du cours de l'argent. Quand je vous ai toujours dit que le cours de l'or et de l'argent, vous ne devez pas en tenir compte. Vous voyez, la Deutsche Bank manipule le cours avec entre autres des banques japonaises, etc. Voilà. Et tout ça, personne n'en parle. C'est absolument stupéfiant. Quand c'est pas la Goldman Sachs, c'est la Deutsche Bank. Elle a été condamnée à payer 5,5 millions de dollars pour avoir truandé le cours de l'or et de l'argent. Voilà. Bon, ils sont tous pris la main dans le Goldman Sachs, finalement. Et non, mais ce qui est dingue, c'est que maintenant, ils se cachent même plus. Non. C'est ça qui est fou. Ils ne se cachent même plus. On voit les taux négatifs est en train de les forcer. En fait, ça les pousse à commettre des crimes les uns après les autres. Voilà. Et comme ils ont acheté les médias, ils se disent, bon, on n'a rien à foutre, on va se prendre une amende. Au pire des cas, on va balancer 1 ou 2 traders, ou même 10, peu importe, on s'en fout. Le PDG de la banque, lui, il ne risque rien. Voilà. Et là, la plutocratie bancaire a pris le pouvoir sur le monde. On le voit très nettement, là. On le voit, mais c'est dingue. J'ai jamais vu ça aussi clairement qu'aujourd'hui, avant de venir, en préparant toutes les... C'est vrai. En voyant toutes ces émissions. Non, mais vous avez tout à fait raison, Pierre, parce que le mot plutocratie, d'abord, nous l'héritons des Grecs, bien sûr, le pouvoir des riches, mais disons que nous avons connu des épisodes plutocratiques dans l'histoire, mais comme jamais depuis 25 ans. Jamais. Jamais on a connu de tels épisodes, et à l'échelle du monde entier. C'est ça qui est tout à fait frappant. Et ça, c'est tout à fait inédit. Tout à fait inédit. Et je ne suis pas sûr encore que les opinions aient complètement touché du doigt la réalité du pouvoir plutocratique. Non, pas encore. Si, les Gilets jaunes. Oui, les Gilets jaunes. Parce qu'aujourd'hui, instinctivement, ils ont compris. Aujourd'hui, attendez, la justice est en train de condamner les gens simplement parce qu'ils ont porté un foulard lors d'une manifestation. Mais c'est quoi cette justice? Mais ils sont devenus complètement fous. La police qui les matraque, mais pour moi, on est en 1942. La police nationale, c'est devenu la milice de 1942 avec les Gilets jaunes. C'est absolument scandaleux. C'est une dictature de Macron aujourd'hui. C'est une véritable dictature. C'est une dictature bancaire. Et il a été élu par les médias qui appartiennent aux banques. Voilà. Et aujourd'hui, on a le résultat. J'espère simplement que les Gilets jaunes continueront leur mouvement et de toute façon, le mouvement des Gilets jaunes ne peut pas s'arrêter. Puisque, regardez... Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Notre lecteur Olivier l'a vu dans l'Alsace, que l'INSEE prévoit une nette hausse du pouvoir d'achat en 2019. Et il dit, c'est vrai que si tu n'as pas de voiture, que tu n'as pas de chauffage et que si tu manges rien, ton pouvoir d'achat augmente énormément. Voilà. Bravo. Encore une arnaque de l'INSEE. Voilà. Parce que les hausses de prix des autoroutes, des tarifs de l'électricité, du gaz, etc. Mais on a pulvérisé avec les taux négatifs. Mais aujourd'hui, les gens... Mais ça va continuer. La fin du mois ne sera plus au 15, elle sera au 10 et ensuite elle sera au 8. Et là, ce ne sera plus les gilets jaunes, ça sera les gilets noirs. C'est ça qui va se passer. La violence va se décupler. Et aujourd'hui, c'est en train de les empêcher de venir. Ils contrôlent les gares, les autoroutes, les accès aux routes nationales, etc. Attends, mais c'est du n'importe quoi. S'il n'y avait pas tout ça, mais il y aurait des millions de gens tous les samedis dans les rues. C'est une dictature qui est en place aujourd'hui. C'est une véritable dictature. C'est ce qu'il me vaut d'ailleurs d'être censuré. Le problème de cette dictature, c'est qu'elle n'a pas la visibilité des dictatures traditionnelles, de même que la plutocratie n'avait pas la visibilité de la plutocratie traditionnelle. C'est ça le problème. C'est que les gens n'ont pas encore compris ce qui est en train de nous arriver. Voilà. Vous avez regardé escroquerie bancaire. Je continue parce que c'est assez drôle. C'est triste. Attendez. Olivier, même l'Union européenne, Bruxelles a été obligée de taper sur la table, vous vous rendez compte? Contre 8 banques, parce que là, elles ont dépassé les limites. Là, c'est too much. Donc, alors, pour entente sur les prix des bons du Trésor et autres obligations. Tiens, comme par hasard. Alors, qui sont ces établissements? Royal Bank of Scotland. Qui avait déjà eu de sérieux ennuis. Je l'ai appelé Royal Bank of Scandal, moi. Oui, mais elle avait eu elle a failli... plein, mais elle a failli sauter peu. Oui, bien sûr. La Deutsche Bank,
comme par hasard. Bien sûr. Crédit Suisse, Bank of America, Merrill Lynch, Crédit Agricole, Citigroup, Danske Bank, il y en a encore 2 autres. Voilà. Donc vous avez tout ça. Et encore, tiens, je fais la 3e page. Jacques Delarosière, alors les ex-gouverneur de la Banque de France, ex-patron du FMI, blablabla, que j'ai d'ailleurs mis en cause dans le livre Bloodmasters, a donné une interview à Axel Leclerc, qui a eu la bonne idée de se rappeler de son existence. À la question « La justice aurait-elle dû poursuivre les banquiers à l'origine de la crise financière de 2008 ?» Il répond « Le plus choquant est sans doute que, hormis en Islande, ces banquiers qui ont mis des millions de gens au chômage n'ont jamais été jugés pénalement. » Oh, oui, Jacques merci, Jacques Delarosière. Merci. Lui qui a vendu la Bourse de Paris. Hein. C'est quand même un des responsables. La bourse, s'il n'y a plus de bourse en France, hein, elle est à Londres. C'est l'un des acteurs principaux. Je le mets en cause dans Black Masters. C'est marrant que même lui, il arrive à dire ça. Quoi. Et il a noté quand même qu'il y a un pays qui a condamné ses banquiers, c'est l'Islande. Oui, c'est le seul. Mais enfin bon, ils sont 4. Hein. Ils tiennent dans un ascenseur, l'Islande. Hein, excusez-moi, mais c'est pas... Et la plupart étaient anglais, d'ailleurs. Oui, il y avait la Egg Bank. On en a parlé. Oui. Hein, on ne rase pas neuf. Hein, oui, exactement. On ne tombe pas un œuf. Et alors, écoutez bien, alors ça, pour finir avec les banquiers fous, même le directeur de la conformité d'Apple a été pris la main dans le sac. Moi, j'avais vu il y a 3 ans passer l'information selon laquelle le directeur de la cellule anticorruption du gouvernement russe, donc de Poutine, avait été arrêté par Poutine lui-même, enfin par sa police, pour corruption. Ça ne manque pas. Mais enfin bon, ils l'ont arrêté, ça a été rendu public. Eh bien, fin janvier, il s'est passé la même chose chez Apple en Californie. L'avocat en charge du département conformité, hein, donc c'est important le département conformité dans les banques et multinationales, il a été inculpé pour non-conformité. Connaissant les résultats financiers à l'avance, il s'est mis à acheter et à vendre des actions Apple. Donc c'est typique de délit d'initié, quoi. C'est incroyable. Voilà. Donc tout ça, c'est... vous voyez, la plutocratie, la dictature, c'est pas par hasard qu'on a un président banquier de la Rothschild élu. C'est pas du tout par hasard. Ouais. Ils nous l'ont vendu, ils ont pris le contrôle de tout. Et ils sont en train de faire la même chose pour les élections européennes. Ils veulent surtout que les gens n'aillent pas voter. Voilà. Et après, ils vont dire, on a gagné. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est l'Italie quand même. Il y a eu une manifestation devant le siège de la Banque centrale italienne. Oui. C'est intéressant, ça. Mais moi j'attends des manifs. Pour l'instant, il y a des petites manifs devant la Banque centrale française, mais... En fait, l'enjeu, c'est... Les Italiens voudraient prendre le contrôle de l'or, de leur stock ils veulent d'or. prendre le contrôle de leur Banque centrale, tout simplement. Or, ils ont interrogé le président de la BCE, qui leur a dit, mais non, c'est nous qui en avons. L'or de l'Italie, c'est à nous. C'est quand même très intéressant, cette affaire-là. Olivier, précisons à nos spectateurs que même les Russes, les Soviétiques, du temps du pacte de Varsovie, les Russes, Staline n'avait pas demandé à la Hongrie, à la Tchécoslovaquie, à la Bulgarie de rendre son stock d'or. Les stocks d'or des Bulgares étaient restés dans la banque centrale bulgare et ainsi de suite. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas ramené tout l'or à Moscou. Et là, l'Union européenne, techniquement Draghi, vous avez la lettre, allez sur quotidien.com, vous avez la publication de la réponse de Mario Draghi. Techniquement, il dit, c'est à nous, vous pouvez pas y toucher. Hein, parce que ça vient... Et j'ai mis d'ailleurs une interview de Mario Draghi qui date d'il y a 4 ans, où il explique, en tant que gouverneur de la Banque centrale d'Italie, parce que c'était l'ancien gouverneur, il dit que l'or c'est très important parce que c'est ce qui donne la confiance à la monnaie. Donc il faudrait que nous explique, il est en contradiction avec lui-même. C'est très intéressant. Entre-temps, il est passé par Goldman Sachs. Ça a dû changer. Mais Salvini est en train de mettre une pression sur les banques et sur la Banque centrale et sur Mario Draghi qui est absolument phénoménale. Moi, je suis admiratif de ce que fait Salvini en Italie. C'est incroyable. Il est d'une popularité phénoménale. Mais absolument phénoménale. C'est pas le cas de Macron. Vous avez vu comment il s'est fait siffler lors de la Coupe de France. C'est énorme. C'est absolument énorme. Alors, pas un média l'a diffusé. Macron, on bip. Oui. Alors, en effet, vous pouvez bip. La grande tradition du Paris-Marseille. Mais en effet, et c'est sur les réseaux sociaux, mais on ne l'a vu dans aucun grand média, bien entendu. Ah bah évidemment.
Juste pour vous expliquer aux Gilets jaunes pourquoi ils sont encore plus pauvres qu'avant. Les actionnaires, figurez-vous, prennent 2 fois plus d'argent qu'en 2008. Et ils prenaient déjà 2 fois plus d'argent qu'en 1998. Voilà. C'est que, en fait, c'est ce 1% de la population qui détient l'économie, les gros actionnaires, etc. Alors, ça peut être des multinationales, qui possèdent des actions d'autres multinationales, etc. Mais en fait, en 10 ans, les dividendes versés dans le monde ont doublé. Je répète cette phrase qui explique tout. En 10 ans, les dividendes versés dans le monde ont doublé. Voilà. C'est dans l'Écho belge et c'est l'un de nos lecteurs c'est M. Arfeuil d'ailleurs qui nous l'a donné. Au total, ce sont 1369 milliards de dollars que les 1200 plus importantes sociétés dans le monde, en termes de capitalisation, ont consacré à leurs actionnaires. Un montant supérieur à celui de 2017 de 10% quasiment, 9,3. Voilà. Donc vous voyez, d'un côté, les banquiers se servent directement sur les comptes, les actionnaires, eux, prennent tout et ils laissent des clopinettes. C'est-à-dire, vous avez une armée de smicards, vous avez 3-4 cadres qui contrôlent le tout, qui sont payés le double ou éventuellement le triple, et tout le reste, ça va dans... C'était pas comme ça en 1980 même. Le monde... Mais que dire de 1970 ? Le monde a considérablement changé de ce point de vue-là. Il y a aussi, je crois qu'on Non, mais ils ont tout pris, ils ont pris le contrôle des flux financiers, juste tout va vers eux. Voilà. C'est un entonnoir. Il y a des pays qui, actuellement, donnent des signes d'inquiétude monétaire aussi. Vous citez la Turquie et, je crois, l'Argentine qui risque le défaut de paiement. Oui. Votre source, c'est on en a déjà parlé. C'est Bloomberg. Enfin bon, c'est pas... Bon, c'est une évidence que l'Argentine va elle est déjà bancale. Ça fait 3 fois de suite là qu'ils ont évité le truc de justesse, mais ça va leur retomber sur le figure. C'est une évidence. Et la Turquie aussi. Les Turcs sont très mal parce que la CIA, les Américains, et surtout la CIA, moi j'invite les spectateurs à regarder mon reportage CIA contre Erdogan, parce que ça c'est génial. Et d'ailleurs je vais pouvoir en rajouter bientôt beaucoup plus. Les Américains sont en train de faire la guerre à Erdogan pour l'empêcher de se rapprocher de Poutine. Voilà. Mais Erdogan n'a pas du tout apprécié la tentative de coup d'État que la CIA avait organisée. Curieusement, là aussi, les médias comme BFM-BC n'en ont absolument pas parlé que la CIA était derrière. Et je donne même le nom de tous les patrons de la CIA en Turquie et les officiers de réserve qui ont participé au coup d'État contre Erdogan. Et ça leur a explosé à la figure. Et en fait, donc ils veulent le tuer exactement. Les Américains veulent tuer le Venezuela, le patron du Venezuela. Ils veulent la peau d'Erdogan. Voilà, ils veulent la même chose. Et en fait, dans l'affaire turque, c'était pas Fethullah Gülen qui était c'était le prétexte. Ce leader politique réfugié aux États-Unis, turc, Fethullah Gülen, n'était que le prétexte. En réalité, il y avait la CIA derrière. Ou alors il était complice. Non. La CIA a manipulé cette... Vous savez, c'est pas la première fois. Il y a même une fameuse chanson sur la CIA, comme quoi ils organisent... Les mecs, on vous parle de l'influence russe, mais alors la CIA, c'est marrant, personne n'en parle. Non. Pourtant, ils sont responsables d'à peu près une centaine de coups d'État depuis les années 70, quoi. Mais ça, personne n'en parle. C'est tout à fait extraordinaire. Oui, il faut... moi, je rappelle, il y a un auteur absolument formidable, c'est l'Émile Zola de l'espionnage, c'est Gérard de Villiers. Oui. Il retraçait la politique de la CIA au cours de tous ses romans. C'est formidable ce qu'il a fait comme travail. Je salue sa mémoire. Belle formule, l'Émile Zola du roman policier. Mais bien, du roman d'espionnage. Du roman d'espionnage, pardon. Non, mais il écrit très bien en plus. Oui, il écrit vraiment très bien. Je suis pas le seul à dire. Il y avait mon collègue du Point... Ono Divio, je crois, il avait écrit il avait dit que le Gérard de Villiers doit être considéré comme l'un des plus grands écrivains français. Et je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Il n'est pas à mettre entre toutes les mains, disons, non adusum delphini. Oui, enfin bon, aujourd'hui, à l'ère d'Internet... Oui, c'est vrai. Mais bon... Tiens, justement, puisqu'on parlait des taux négatifs, regardez bien, j'avais oublié de parler de ça, notre ami Ambrose Evans-Pritchard. Les banques centrales sont désormais paralysées face à la récession. Voilà. Vous voyez, je parlais des taux négatifs, mais Ambrose est revenu dessus. Et justement, là, je commente le tableau, regardez bien. Les taux sont négatifs sur 10 ans pour les bons du Trésor de la Suisse, de l'Allemagne et du Japon. Les taux sont négatifs de 5 à 9 ans
sur les 3 précédents, plus Danemark, Hollande, France, Suède, Finlande, Belgique, Autriche et Irlande. Et les taux sont négatifs, donc sur un an jusqu'à 10, Slovaquie, Espagne, Portugal, Malte, Bulgarie, Slovénie et Italie. Et vous constaterez que seuls les USA sont positifs. LOL. Et pourquoi? Tout simplement pour que tout l'argent européen aille se réfugier aux États-Unis. Et je dis aux gestionnaires de hedge funds en France et en Europe, vous ne le reverrez pas. Vous serez tricard là-dessus. Là, c'est fait exprès. C'est l'immense. C'est le Far West. Là, c'est le Far West financier. Là, c'est vraiment ça. Hein. Ils sont en train de massacrer les Indiens, mais là, ils vont massacrer les Européens. Hein. Après le massacre des Indiens, pardon. Non, mais c'est vrai. Eh bien, mon cher Pierre, je crois que nous avons... Vous savez, juste pour conclure, une idée m'est venue. Je veux dire, une vision globale, en fait. C'est que cette plutocratie dont on a parlé tout à l'heure est en train de nous transformer en esclaves. Hein, en esclaves d'un système où eux prennent tout et ils nous laissent que des miettes. Voilà. Et ils laissent juste suffisamment aux gens pour qu'ils puissent respirer, vous voyez, pour qu'ils puissent prendre leur bagnole, aller travailler, payer leurs factures, leurs impôts. Et à la fin du mois, il leur reste 100 € éventuellement pour se payer un cinéma. Voilà. Et ben moi je dis, il est temps de faire une grande révolution et de mettre le feu, littéralement, non seulement à toutes ces banques, mais littéralement à tous ces médias qui leur appartiennent, parce que je trouve que ce qui se passe est absolument gravissime. Et il y a quelqu'un qui a fait je l'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, qui dit la même chose que moi. C'est un très très beau dessin. Il dit c'est soit les banques gagnent, prennent le pouvoir dans le monde entier, enfin du moins dans le monde occidental, soit on se révolte. C'est dans le choix. Hein. Il faut savoir si on veut vivre en homme libre ou en esclave. Hein, voilà. Je trouve que c'est extrêmement, c'était extrêmement bien résumé. Le dessin se trouve sur la revue de presse. Mais c'est vraiment le sentiment. Et surtout, ces taux négatifs, les mecs sont piégés avec leurs taux négatifs. Donc, ils sont obligés encore plus de contrôler la population, parce que les taux négatifs détruisent tout, y compris leur propre richesse. C'est ça le truc, ils sont coincés, ils sont le dos au mur, d'un côté avec le populisme et de l'autre côté par les taux négatifs. Alors, il y a tout ça de taux négatifs qu'on n'a pas abordé. Et alors, regardez, tout ça. La modernité, la post-modernité, c'est pas l'exploitation de l'homme par l'homme, comme à l'époque industrielle, c'est plutôt l'exploitation de l'homme par le banquier. Exactement, oui, tout à fait. Tiens, c'est même dans le journal Le Monde, pour vous dire. Même si Le Monde en parle. Se met à le dire, alors. Le journal Le Monde vient de montrer à nouveau son incompétence crasse en termes de politique monétaire. Il vient de découvrir, écoutez bien, parce que c'est génial, l'assurance vie vous appauvrit. Les rendements de ce placement de bons pères de famille n'ont pas permis de compenser l'inflation en 2018, qui atteint les 1,8% du jamais vu depuis 30 ans. Non, crétin, ça fait pas depuis 30 ans, ça fait depuis quasiment 8 ans. Hein. Ça fait depuis 8 ans que les gens sont volés en plein jour. Les gens ont perdu 50% de leur pouvoir d'achat par rapport à 2008. Hein. C'est pour ça qu'on a les gilets jaunes. Et le monde ne s'en rend compte que maintenant. Voilà. Et je rappelle que le monde a appartenu à un banquier, Monsieur Pigasse. Voilà. Excusez-moi, je me suis énervé. Non, pas du tout. Et c'est pas du tout hasard si depuis des années, sur ce même plateau, nous disons que l'assurance vie est un vol. Mais bien sûr que c'est un vol. C'est devenu un vol à cause des taux négatifs, bien sûr. Bien sûr, mais le plus grand voleur de l'assurance vie des Français, c'était François Hollande. Hein. Sarkozy un petit peu, mais surtout François Hollande. Tiens, regardez le titre de celle-là. Tiens, je ne vous lis même pas. L'Europe ne peut même plus progresser avec des taux négatifs. Voilà. C'est de Simon Bloch. Hein, voilà. Et il dit, là, il parle des États-Unis. Ils lui ont dit, il dit, ça leur a pris 12 trilliards de dettes pour créer 7 trilliards de croissance économique. Voilà ce que fait la planche à billets. C'est-à-dire, pour 50 trilliards, on crée 25 milliards de richesses. C'est grotesque. C'est destiné à exploser. Ça me fait penser à une métaphore automobile, là. Vous savez, on essaye de faire avancer la voiture au démarreur. Oui, c'est ça. La BCE, où le tonneau des Danaïdes de la fausse monnaie, les taux négatifs continuent comme la planche à billets. Tiens, la France a placé un emprunt à 30 ans et l'Italie dérive. C'est dingue. Alors, oui, à 30 ans, bientôt à 50 ans, pourquoi pas sur 1000 ans, hein, pendant qu'on y est. À 100 ans, il y en a. Voilà. Et surtout, l'Italie est à 4%, elle. La Grèce aussi. Oui, la France est à 1,54. Oui. Mais pour eux, c'est un parking. C'est un parking. C'est un parking. Exactement.
Voilà, après ces trilliards de fausses monnaies pour les sauver, la BCE baisse son pantalon devant les banques. Là, c'est Olivier Crotaz, on en a parlé tout à l'heure, qui a découvert les taux négatifs via le site allemand. La planche à billets rachète tout, y compris le football. Alors, il y a un hedge fund américain qui s'appelle US Elliott. Ils ont carrément racheté le club de football de Milan. Elliott, voilà. Alors, nous en avons parlé dans la précédente émission. Voilà. Elliott, ce fonds, c'est un fonds vautour qui rachète... Il a racheté le Milan. Milan AC. Mais il rachète aussi les dettes des États. Bien sûr. Pour 10% consentis. Il les rase. Et puis ensuite, il se fait payer de la totalité auprès de ces États avec les lois américaines. Voilà. Le fonds Elliott. Et c'est le second prénom de M. Singer qui a mis au point ce fonds. Il en a été question dans la précédente émission avec Jean-François Bouchard sur l'éternelle truanderie capitaliste. Nous y sommes. Nous y sommes, en effet. Et alors, je vais montrer une autre information qui est éloquente, je trouve. Même les cimetières sont à vendre. C'est notre lecteur, Monsieur Dufresnoy, qui a vu ça dans le Courrier Picard, qu'un cimetière entier est à vendre par la municipalité. Mais je ne savais même pas qu'on pouvait vendre un cimetière, quoi. C'est une aliénation de... Et du coup, en acheter un. mais attendez, ça, pour le coup, c'est un placement immobile. Hein. Oui. Enfin, avec des gens immobiles. Il s'agit d'une aliénation d'un bien public, d'un bien municipal, là. Cimetière à vendre pour 3 000 €. La nouvelle a fait frémir Gerbigny. Le projet ne laisse pas les habitants de marbre. Lol. Elle est bonne. Oui, c'est très bon. C'est très, voilà. Donc vous retrouvez ça sur dans le courrier. Voilà, c'est dans le Courrier Picard. Félicitations Courrier Picard pour ce jeu de mots excellentissime. Eh bien, mon cher Pierre, vous avez, je crois, déjà les mots de la conclusion. Vous les avez prononcés. Un dernier mot pour conclure, allez. Et pour la route. Alors, dernier mot, il y a un de nos lecteurs qui m'a signalé que maintenant, à la Banque Postale, si vous voulez faire un virement de plus de 1 000 €, alors là, il faut l'intervention de votre chargé de compte. Et alors, si votre chargé de compte est en vacances, vous allez attendre. Parce que déjà, pour les joindre au téléphone, bonjour. Donc, voilà, c'est pour retarder. Voilà, ils cherchent... la Banque Postale, c'est la banque pourrie. Évitez les banques. Banque Postale, Caisse d'épargne, Orange Bank surtout. Orange Bank, c'est le même niveau que... voilà, BPCE, tout ce qui est BPCE à éviter. Voilà. Crédit Agricole, voilà. Il reste que HSBC, parce que c'est la question qu'on pose tout le temps. C'est les moins pires, BNP et HSBC. C'est les moins pires, j'ai pas dit que c'était les meilleurs. Publicité gratuite. Oui, je vais pas du tout payer par... voilà. Qu'est-ce qui nous restait? Bon, Macron... tiens, Macron voilà, on peut conclure là-dessus. Oui. Alors, il va vous mettre en slip, cher spectateur. Donc préparez les maillots de bain, choisissez la couleur, comme disait Madame Lagarde. Choisissez si vous mettez un petit maillot de bain rouge ou bleu. Voilà. Alors, vous êtes sûr que c'est pas un string? Alors, une journée de travail gratuite au profit des gens dépendants. Ça, c'est une immense arnaque. C'est bientôt, on va le faire pour les travelots qui vont danser à l'Élysée. Une journée de travail pour les travelots du Bois de Boulogne, qui sont maltraités. Bah oui, ça mérite une journée de travail, non? Voilà. Ensuite, le ministre Gérard Darmanin a dit qu'il voulait l'allongement de la durée de travail pour que les actifs ne soient plus les seuls à porter le poids des retraites. Lol. L'idée, c'est de repasser aux 39 heures. Et pour finir, et alléger les organismes de retraite quelque peu ruinés depuis le 29 septembre 2008, un autre ministre s'est déclaré favorable pour repousser l'âge de la retraite. Voilà. Donc, préparez-vous à suer encore plus pour le plus grand bonheur des banquiers qui eux-mêmes sont en faillite. Donc, ils vont vous prendre tout l'argent que vous avez. Et faites attention à vos parents, personnes âgées, parce que c'est elles qui le dépouillent le plus. Voilà. Et rendez-vous donc aux signatures. Alors là, j'appelle les spectateurs à venir parce que cette période de censure là, ça m'a vraiment énervé. Ça m'a vraiment énervé. Je pensais pas que je pouvais à ce point-là les déranger. Mais dans déranger, il y a Ange. Voilà. Après le 26 mai. Première signature, c'est le 15 mai à Calais. Le 15 juin, pardon, à Calais. Le 15 juin à Calais. Mais voilà. On verra les signatures derrière nous. Complet derrière nous. Alors, en tout cas, c'était une sacrée revue de presse. C'était, on voit le poids du taux négatif qui recouvre toute l'Europe. C'est comme un glacis, vous voyez, qui immobilise. Et la récession est phénoménale. Moi, je vois les transporteurs, les bateaux, etc., qui traversent, le Maersk, etc., les mecs, ils sont comme ça aujourd'hui. Parce que c'est pire qu'en 2009.
Vous savez, bien sûr, 2009, bien la période sûr, 2009-2010, bien sûr. c'est pire. Bien sûr. Vous savez, le système bancaire et enfin, le politique, tout ce banque, médias, etc., est extrêmement résilient. Parce que pour moi, les gilets jaunes auraient dû apparaître en 2012. C'est vrai. Oui. Fin 2011-2012. Et vous vous rendez compte, ils sont apparus en 2018. C'est-à-dire... 17 novembre 2018. Non mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. 6 ans plus tard. La longue 6 ans plus tard. patience du peuple français, c'est pas dans son ADN. Julian Tett m'a dit la même chose. Julian Tett, c'est la rédactrice en chef de Financial Times. Oui. Elle a rendu son livre L'Ordre des fous, hein, sur l'histoire des CDS, etc. Et le jour où elle a rendu son manuscrit à l'éditeur, c'est le 29 septembre où ça a explosé. Ouais. Et elle a dit, mais j'ai pas compris, moi en fait, leur truc aurait dû exploser depuis au moins 3 ans avant. Ah ben voilà. Donc vous voyez, ils sont quand même résilients. C'est-à-dire la fausse monnaie leur permet de tenir. Mais c'est tout. Mais c'est du vent. C'est ça, ils avancent au démarreur. Mais c'est du vent. Ouais. C'est vraiment du vent. Merci Pierre Jovanovic. Merci Olivier Pichon. Vive TV Libertad. Merci Pierre. Révolution. Merci chers téléspectateurs et je vous dis à très bientôt. Nous reviendrons d'ailleurs sur les CDS. Vous allez voir.